Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pourparler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Auger. Salut Benoît, comment ça va? Salut Julien. Bah écoute, ça va très très bien. Les vacances approchent, donc c'est toujours une belle période de l'année, pleine d'énergie, pleine d'envie, pleine de projets. Exact, parce qu'on enregistre le podcast sur milieu juillet. Donc en plus, bientôt le pont du 14. Benoît, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer une partie de ton travail pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Mais bien sûr. Donc Benoît Auger, moi j'ai 47 ans, j'ai un background de biologiste. Voilà, je Ok. voulais absolument bosser dans tout ce qui est comportemental et travailler sur le comportement des requins. Donc j'ai passé un peu de temps dessus. Wow. Et puis finalement, je suis reparti des requins qui parlent pas à ceux qui parlent. Je suis reparti dans le business. Dans le monde de Euh, l'entreprise. ouais, exactement. Et j'ai passé un peu plus de 15 ans à travailler pour des grands cabinets de conseil, 10 Ouais. ans chez Accenture, Hewitt Associates, Heidrick & Struggles. Et puis après, j'ai travaillé pour moi-même, on va dire. J'ai monté une première structure et puis là, j'en ai monté une deuxième. Avec cette idée pour moi de continuer ce travail sur le comportement. Et il y a un sujet qui m'a toujours intéressé depuis presque tout petit, l'histoire de la performance, qu'elle soit individuelle ou collective. Comment aller chercher, comment se dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut être performant? Alors, en plus, quand on est en collectif, qu'est-ce qui fait que le collectif devient performant? Mhm. Et puis surtout, deuxième sujet, c'est est-ce qu'on peut être performant dans la durée? Qu'est-ce qui va faire, c'est quoi la recette, quelque part, qui va faire que, bah, quels que soient les domaines, quels que soient les sujets, quelles que soient les crises, l'équipe ou l'individu passe au travers et reste performant dans le temps. Voilà. Donc c'est un sujet qui me passionne. Donc depuis quelques années maintenant, j'accompagne les dirigeants dans cette recherche de performance individuelle et collective au travers, je dirais, d'accompagnement, soit plutôt en mêlant plusieurs choses, du consulting, du, euh, du coaching, et puis aujourd'hui de la préparation mentale. C'est un sujet qui m'a toujours beaucoup passionné, pour essayer de se dire comment on peut être. Il y a une phrase qui dit on n'est jamais prêt, mais on peut être préparé. Et moi, je crois Mhm. beaucoup à ça. Ou un peu cette phrase, tu vois, je crois que c'est Eisenhower qui disait le plan, euh, le plan ne tient pas face à la première balle. Ah, oui, Ouais, le plan ne résiste pas à la bataille. c'est ça, voilà. Et effectivement, de se dire, ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer? Qu'est-ce qu'on peut être pour être là dans, je dirais, un peu les moments de vérité? Alors que les moments de vérité soient des moments très courts, Mhm. comme un rendez-vous avec un client, comme euh, un conseil d'administration, voilà, donc des moments où tu peux te préparer et qui vont être assez courts, ou comment se préparer pour des moments plus longs. On l'a vu sur ces 2 ans, ces 2 dernières Mhm. années et demie, comment je me prépare à des situations de crise qui durent et qui s'empilent les unes après les autres. Il y en a pas une qui se termine, elles sont juste en train de s'empiler les unes sur les autres. Donc comment je fais pour rester préparé et performant dans ces situations? Top. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Tu dis que tu commences par le conseil, qu'après tu es passé sur du coaching, puis dernièrement sur cette notion de préparation mentale. C'est-à-dire, quelle est la différence que tu fais ou que tu peux faire entre cette notion de conseil coaching et de préparation mentale? Ou est-ce que la préparation mentale englobe tout? Alors, ouais, c'est une très très bonne question. Euh, le premier sujet, c'est le consulting. Pendant des années, Ouais. on est un problem solver. Un client vient te voir, il a un problème, et toi, tu as un cerveau plutôt bien fait, tu as de bonnes méthodes, et donc tu vas l'aider à résoudre le problème. C'est Le systémique, coaching, du process. ouais, c'est du process, c'est de l'organisation, c'est de la Mhm. connaissance, et le but, c'est de mettre tout ça en marche pour assurer que tu vas pouvoir l'aider à résoudre son problème. Le Ok. coaching, comme on dit, la première formation de coaching, euh, on m'a dit, bah, finalement, le coaching, c'est dissoudre le problème.
Ça va être de le résoudre. C'est-à-dire que je ne vais pas t'amener une solution. Le point du coaching, c'est de dire je vais augmenter l'espace solution. Toi, tu vas venir me voir et me dire voilà, j'ai un problème et j'y arrive pas. Ça fait des semaines, des mois que je travaille dessus et je pense qu'on peut rien faire. Donc je viens te voir parce que un peu dernière limite. Voilà, je sais pas quoi faire. Si tu tombes dans le conseil, tu vas taper dans ton registre de solutions et tu vas dire est-ce que tu as essayé ça, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça. Voilà. Si tu rentres dans le coaching, tu vas questionner pour faire que ton coaché agrandisse son espace solution pour à un moment donné dire mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Toi t'as rien fait. J'ai toujours tendance à dire que le coaching est un métier de feignant. T'amènes pas de solution par rapport au conseil, t'amènes des questions qui sont plus ou moins puissantes, qui à un moment donné vont permettre à la personne de se dire ok c'est bon, j'ai le truc. Ok, t'es comme un thérapeute, t'es un accompagnant pour de la performance. À la différence du thérapeute qui vient de chercher une compréhension ou d'être heureux, toi t'es un accompagnant pour aller chercher cette notion de performance. Ouais, moi tu vois dans ma société chez Slab, mon motto c'est side by side, donc c'est être à côté. C'est pas être devant, c'est pas être derrière, c'est juste être à côté. C'est avancer au rythme des personnes et les aider peut-être à certains moments à continuer à avancer, à faire le pas de plus, voire à accélérer si elles sont prêtes à accélérer. Donc il y a effectivement cette notion d'accompagnement qui est présente. Et puis pour moi la préparation mentale, c'est je dirais une brique à côté mais qui va reprendre un peu tout ça. Alors je m'explique. La préparation mentale, on pourrait voir ça comme un tabouret à 3 pieds, et pour que ça tienne, il faut au moins 3 pieds, tu vois. Voilà. Le premier pied, c'est estime de soi, confiance en soi. Ouais. Le deuxième pied, c'est gestion des émotions, gestion du stress. Et puis le troisième pied du tabouret, au bout de la table, on pourrait dire que c'est tout ce qui va être concentration et reconcentration. Voilà. D'accord. Pour amener à ça, il y a plusieurs façons. Soit tu es dans du conseil et t'amènes des solutions, quelqu'un vient te voir et tu dis bah fais cet exo, machin, et on va le faire. Et on va le faire jusqu'à ce qu'il marche. C'est plutôt une version un peu consulting. Il y a une version coaching aussi qui va être de comprendre c'est quoi le problème. Voilà. Que ce soit un sportif qui vienne te voir, que ce soit quelqu'un issu plutôt du business, c'est quoi le problème. Et on revient avec des méthodologies de coaching. Donc en fait, on va mixer plusieurs choses dans la préparation mentale. Encore une fois, c'est ma définition. On va mixer pour moi une approche de coaching, de questionnement, comprendre un peu ce que c'est. Et on va amener ce que le sport et la préparation physique a de mieux, c'est-à-dire on va arriver avec des exercices qui sont simples et quelque part qui vont mettre la personne en mouvement, beaucoup plus qu'un coaching où je dirais on va discuter, on va échanger, moi je vais questionner, la personne va me répondre. L'idée de la préparation mentale, très vite, c'est de mettre la personne, à la base, c'est quand même pour les sportifs, les 2 pieds dans ses baskets et les amener à faire des choses sur le terrain pour l'aider à accélérer sa préparation mentale. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique d'action, de préparation, que tu n'as pas forcément sur cette notion de conseil qui peut être une photo à l'instant T, de proposer des pistes. Là, dans la préparation mentale, c'est vraiment comment tu mets ce corps, cet esprit en action par rapport à la visualisation, peut-être de la respiration, plein de choses qui sont à ta disposition pour vraiment s'entraîner. En fait, c'est cette phase intermédiaire d'entraînement. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel ? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. C'est exactement ça, c'est cette phase d'entraînement un peu à blanc. T'es pas en match, t'es pas en avant-match. Le but, c'est pas de faire du conseil en disant à la personne, bah écoute, tu sais quoi, juste avant le match, là, tu feras un peu de méditation, 5 minutes, voilà, je t'ai donné la solution. Si la personne l'a jamais fait, intellectuellement, elle le comprend. Émotionnellement, elle sera jamais en capacité de le faire juste avant le moment de vérité dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, que ce soit un sportif, que ce soit une personne du business, de se dire, tiens, avant de rentrer dans la salle, je vais aller respirer 3 fois.
Si je l'ai pas fait avant, si je me suis pas entraîné, ça devient pas un automatisme et je zappe et je fais autre chose. Ah ouais, je comprends. Surtout, je dirais un peu dans l'état d'esprit aujourd'hui. Alors, on pourra en parler tout à l'heure si tu veux sur comment le cerveau réagit là-dessus. Mais il y a ce côté, ça va le faire. Aujourd'hui, en fait, moi, j'entends de plus en plus de personnes me dire non, mais t'inquiète, c'est compliqué, mais on va y arriver, ça va le faire. Voilà. Et ça va le faire tue dans le cerveau toute la capacité qu'on aurait à se dire et si je me prenais 5 minutes pour respirer, et si je me prenais 5 minutes pour méditer, et si j'allais faire le tour du pâté de maison pour m'ouvrir un peu la tête. Non, je m'y remets, je fais plus de la même chose. Si je reviens à cette phrase d'Einstein, la définition même de la folie, c'est de penser que faire plus de la même chose ne produira pas les mêmes effets. Je trouve que c'est un peu le piège dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire ça va le faire, je sais que j'ai des problèmes, mais je mets un peu un mouchoir dessus et je vais essayer d'aller encore plus vite dans ce que je fais en me disant que ça m'aidera à en faire plus dans la journée. Et puis je me reposerai samedi ou dimanche. Ouais, c'est ce biais de surconfiance peut-être, ou cette volonté de pas aborder, de pas creuser vraiment le problème de peur de ce qu'on va trouver, qui est so far so good, qu'on a un petit peu. Ouais, effectivement, t'as plusieurs solutions. Enfin, je pense que pour moi, c'est le cerveau est une machine tellement complexe. Je pense qu'il y a plein de choses qui s'empilent. T'as ce fameux biais de surconfiance quand t'es manager. T'as de l'ego qui va venir te parler. T'as ce côté automatisme qui va te dire je suis un peu fatigué, je suis un peu en mode stress. On va pas trop rentrer dans le truc, on va faire ce qu'on sait faire. Voilà. Et puis si à la fin ça plante, tu vois, le vrai sujet quand tu discutes avec les gens, c'est la faute des autres. C'est la faute de c'était pas le bon jour, c'était pas les bonnes personnes dans la salle, ils ont pas voulu m'écouter. Et du coup, ça devient assez dur, je trouve, dans le monde de l'entreprise de temps en temps, de travailler une chose que toi tu connais bien avec le RAID, le GIGN ou les forces spéciales, de cette remise en question qu'on voit aussi chez le sportif. J'ai perdu le match, je me remets en question, je dis pas c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute du temps, il faisait trop chaud, trop froid. En face, tu avais un adversaire, lui aussi il faisait trop chaud, trop froid. Bien sûr. Bon, c'est intéressant. C'est comment parce qu'on a tous cette volonté de réduire la dissonance quand on échoue, alors soit avec un processus effectivement de rationalisation, soit de projection, et c'est exactement ça, c'est soit remettre la faute sur l'autre, soit sur un sujet. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu vois, tu parles des forces spéciales, parce qu'on s'est rencontrés avec, on va citer peut-être avec Pegasus Leadership, qui est une structure à Lorient, qui sont des anciens des forces spéciales, des commandos marines, et on s'était fait la réflexion, je crois qu'on avait dîné ensemble la première fois, ce qui manquait dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on se forme, c'est qu'on performe, mais il n'y a pas cet entre-deux d'entraînement que les forces spéciales ont au quotidien, font que ça, de s'entraîner quasiment, et qu'on va retrouver dans ta discipline qui est la préparation mentale, c'est bien ça? Ouais, et qu'on retrouve aussi chez les sportifs. Bien sûr. Et tu vois, c'est un truc que je trouve toujours intéressant, c'est dans le monde de l'entreprise, quand tu fais venir des speakers, aujourd'hui, l'armée, la police, les sportifs sont les gens qu'on adore voir, ou même les grands chefs de cuisine, sont des gens qu'on adore écouter dans le monde de l'entreprise. Le point, c'est quoi? C'est que tous ces gens-là, il y a une énorme phase d'entraînement et une énorme phase de retour d'expérience, que ce soit dans le sport, dans les forces spéciales, dans la police ou même dans la cuisine. T'as fait un service dans la cuisine, un quart d'heure après la fin du service, tu t'échanges. Ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé à tel moment? Qu'est-ce qui a fait que on a mal communiqué, etc., etc. Dans le monde de l'entreprise, tu fais des gammes d'une centaine, enfin des milliers de fois. Tu t'entraînes. Je pense, tu vois, le parallèle que je fais généralement avec le sport, c'est que le tennis, c'est pauvre en coups. T'as un coup droit, t'as un revers, t'as un service. Mais en fait, tu vois les gens qui s'entraînent, ils ne font que ça. Donc, je veux dire, t'as pas une palette aussi. C'est difficile. Mais je veux dire, les coups, tu peux les résumer à quelques coups. Mais c'est que l'entraînement qui te permet de te sublimer. T'es pas comme sur d'autres disciplines, ou même sur une négo, tu vois, ou ton métier d'accompagnement, où tu vas avoir des centaines de milliers de situations. Alors bien évidemment, en tennis, fonction de la balle, fonction du terrain, et pas mal d'indicateurs, c'est plus compliqué. Mais ou la boxe, enfin, t'as un jab, t'as un cross, t'as des crochets, mais en fait, ils passent leur vie à s'entraîner sur ces fondamentaux. C'est ça, en fait, t'as dit le bon mot, c'est la bonne phrase, s'entraîner sur les fondamentaux. Quels sont les fondamentaux aujourd'hui du leadership
dans un monde en perpétuelle accélération et qui devient assez chaotique. Oui. Soit tu te dis, je vais essayer d'acheter le nouveau truc à la mode. Et le marketing est assez doué dans le monde du leadership. Il y a toujours quelqu'un pour t'écrire un nouveau bouquin sur quelque chose d'un peu nouveau. Il y a une nouvelle couleur, une nouvelle habitude, un nouveau machin, un nouveau truc. Ah, l'idée, quand tu reviens sur le monde militaire ou sur les sportifs, sont les fondamentaux. Quels sont nos fondamentaux? Dans le monde de l'entreprise, ça devrait être la même chose. Donc, tu vois, pour moi, les fondamentaux, ils sont quelque part, il y en aurait 3. C'est le sens. Le sens que je mets dans mes actions, à court terme, à moyen terme, à long terme, et comment je le retranscris à mes équipiers. Le deuxième, c'est l'action. Comment j'agis? Comment nous agissons ensemble de manière performante? Et puis le troisième, c'est cette histoire de sécurité. C'est-à-dire comment je m'assure que dans l'environnement dans lequel j'évolue, je mets en place des systèmes qui vont augmenter la sécurité psychologique. Est-ce qu'on peut creuser sur cette notion de sécurité, si ça te dérange pas, parce que je t'avais vu en parler et j'avais trouvé ça extrêmement intéressant. De mémoire, tu l'avais allié avec cette notion de confiance. Et la confiance, on peut s'exprimer que dans un environnement de sécurité, parce que en tout cas, moi, c'est ma définition. La confiance, c'est un sentiment de vulnérabilité et d'interdépendance à l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui manque, c'est cette notion de sécurité. Est-ce que tu peux nous donner quelques points pour pouvoir agir en sécurité ou faire agir ses collaborateurs en sécurité là-dessus? Ouais, je pense que ce point de... J'ai longtemps réfléchi à cette histoire de confiance. Et tout le monde en parle. C'est un mot qu'on utilise, peut-être qu'on utilise trop d'ailleurs. Qui fait vendre. Qui fait vendre, qui a perdu un peu de sa saveur. Et j'en ai pas mal parlé, notamment dans le monde militaire, en discutant, tu vois, pas mal avec les gens de Pegasus notamment. Bien sûr. En se disant, voilà, quand tu dis il faut avoir confiance, ok, une fois que tu as dit ça, t'as pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en creusant un peu, tu vois, les aspects de neurobiologie sur la confiance, donc les travaux de Paul Zak sur l'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone de la confiance et que du coup, quand elle se sécrète, on a une tendance à avoir plus confiance dans les gens qui nous entourent ou dans sa propre capacité à gérer une situation. Il a fait plein d'expériences assez rigolotes là-dessus. Tu te dis, finalement, derrière cette histoire de confiance, il y a de la sécurité, comme tu le disais tout à l'heure, il y a de la sécurité psychologique. Et pour moi, la sécurité psychologique, pour moi, il y a 2 grandes personnes qui en parlent. Il y a Amy Edmondson qui en parle beaucoup et qui a écrit des livres sur psychological safety. Et puis il y a Paul Zak qui a écrit dessus. Et je vais reprendre un peu les travaux de Paul Zak en espérant que je les ai pas trop tordus. Mais je m'en suis fait une vision que je trouve intéressante. La sécurité psychologique, c'est 4 choses. 1, la compétence. Donc, typiquement, demain tu vas chez le dentiste, c'est pas ton dentiste habituel, c'est son remplaçant. Le type bégaye un peu, il fait tomber ses outils, tu lui dis que t'as mal à une dent à droite, il regarde à gauche et il commence à fraiser à gauche. Je suis pas sûr que tu sois très safe et du coup, je suis pas sûr que tu sois très en confiance. Donc, le premier sujet pour moi, c'est la confiance, c'est la compétence. Est-ce que la personne avec qui tu vas causer a la compétence? Ok. Chez les militaires, c'est assez simple, ils s'entraînent là-dessus, c'est-à-dire que tu sais que quand quelqu'un regarde, watch my back, tu te dis pas, tiens, est-ce qu'il s'est bien tiré, est-ce qu'il voit bien la nuit? Tout ça a été calé. Yep. Le deuxième, alors il y a 4 C, donc le premier, la compétence, le deuxième C, c'est ce que Paul Zak appelle la consistency, c'est-à-dire la capacité à se connaître les uns les autres. Okay. Je vais travailler avec toi. Alors, on pourrait même l'induire avec la capacité à se connaître tout seul. Est-ce que moi-même, je suis en capacité de générer de la sécurité psychologique pour moi-même? Mais dans une équipe, est-ce qu'on se connaît les uns les autres? Donc, tous les travaux qu'il y a très souvent dans les équipes de direction ou des équipes, c'est se dire, on va faire des tests, on va faire des questionnaires de personnalité, Hogan, DISC, tout ce que tu voudras. C'est un cheval de Troie pour essayer de se parler de soi-même et de nous, et de se dire comment on fonctionne, à quel moment tu vrilles, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, comment t'aimes fonctionner, est-ce que t'es plutôt analytique, est-ce que t'es plutôt introverti, extraverti, etc. Introverti, voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on va aller chercher dans cette histoire de consistency et qu'on retrouve beaucoup dans le monde militaire et dans le monde du sport. C'est-à-dire c'est cette mise au vert. La mise au vert, elle n'est pas tellement tactique.
La mise au vert, elle est pour aider les gens à se parler, à discuter, à échanger, pour construire ces fameux liens dont tu parlais tout à l'heure, qui vont faire que dans le moment de vérité, je te passerai le ballon. Voilà, quel que soit le sport. Mais je serai prêt, et c'est pas une question de tactique, c'est pas une question de stratégie, c'est une question finalement de se connaître les uns les autres. Et de se faire confiance indirectement dans cette connaissance, ou à partir du moment où de toute façon tu vas augmenter la connaissance de l'autre, je vais soit avoir plus confiance en toi, soit j'ai pas envie de travailler avec toi. Ok. Mais globalement, le fait de mieux se connaître les uns les autres, de mieux comprendre comment tu fonctionnes, va m'aider à avoir plus confiance en toi et savoir qu'est-ce que je peux te déléguer comme travail, comment on va pouvoir fonctionner, dans quel moment je peux venir te voir, à quel moment je sais que tu seras pas forcément la bonne personne. Donc ça sert à rien de mon côté de pousser en me disant tiens si je vais aller voir Julien, ça va le faire. Non, justement ça va pas le faire dans ce moment-là. Voilà. Ok. Donc ça me va. Très clair. C'est 2 C, pour moi, le compétence et consistency, c'est souvent beaucoup ce qu'on travaille dans les entreprises. Voilà. Est-ce que la personne a la compétence? Sinon, on la forme de plusieurs manières que ce soit. Consistency, ok, on va bosser là-dessus en collectif ou en individuel avec du questionnaire de personnalité et d'autres choses. Les 2 C qui restent, pour moi, ils sont plus difficiles à travailler et ils sont souvent un peu mis de côté dans le monde de l'entreprise. Le 3e C, c'est le care. Ouais. Donc ça va être ma capacité à, quand je te dis ça va, est-ce que ça va Julien? J'attends réellement une réponse et quelle que soit la réponse, on va travailler ensemble dessus. Je prends toujours. C'est l'authenticité dans la relation à l'autre. C'est le fait de se soucier littéralement de l'autre. Ouais, c'est le fait de se soucier de l'autre, c'est le fait d'avoir une réelle empathie quand on va se parler. Tu vois, et je trouvais que ce care, on l'a beaucoup eu dans les premiers mois du Covid. Bien sûr. C'est-à-dire quand on s'est tous retrouvés, tu vois, par visio, Teams, Google, Zoom, ce que tu voudras, et qu'on se posait cette question de « et toi, t'es où ? Et comment tu vas ?» Et que les gens, je dirais, pour certains, la première fois de leur vie, ont pu s'ouvrir en disant « bah tu vois, là, je suis chez moi dans un petit appart, j'ai mes 2 enfants, c'est compliqué, bah attends, si tu veux, on se rappelle plus tard. » Voilà. Ouais. Ce qu'on n'avait pas avant, parce que avant il y avait, on se retrouve au boulot et... Ouais, des masques, et le pro c'est le pro, le perso c'est le perso dans certaines équipes, et donc on n'avait pas ce care. Et je me suis dit, tu vois, pendant ces premiers mois où j'ai beaucoup bossé sur des cellules de crise et ce genre de choses, je me suis dit, tiens, on travaille ce care qui fait que on augmente la sécurité psychologique, donc on va quelque part augmenter notre capacité à se dire les bonnes choses et donc à mieux performer. Et je trouve que on a un peu repris nos anciennes habitudes, on l'a un peu perdu, tu vois, là, tu arrives dans les boîtes aujourd'hui et je me suis toujours fait la réflexion en me disant, tiens, les gens te disent, tiens, ça va, et je me suis dit, tiens, et si je disais non, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois que ce ça va est un ça va un peu... c'est une norme sociale. Ouais, c'est devenu une norme, je vais pas dire que c'est une façade parce qu'on pourrait mal le prendre, mais voilà, comme je te dis bonjour Julien, je te dis ça va, est-ce que ça va, et on passe. Et ce care, pour moi, ça reste dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, ça reste la boîte de Pandore. Si je te demande comment ça va, si je te demande si tu vas bien, est-ce que c'est du business? Est-ce que ça a réellement son lieu d'être dans le monde du business? 2e sujet, et si tu me dis non, est-ce que j'ai le temps, ou j'ai pas forcément envie de prendre le temps de, tu vois, qu'on en discute. Et je veux que ce soit transactionnel. Et pour moi, ce care, il amène une chose, il amène le côté transformationnel de la relation. C'est-à-dire, si vraiment on prend ce temps de se parler, de se dire oui, écoute, ça va, j'ai des soucis, mais je vais pas t'embêter avec, mais sache qu'aujourd'hui, c'est pas la bonne journée, ou est-ce qu'on peut remettre ça demain? Je vais créer quelque chose qui va faire que dans le temps, notre relation va s'améliorer et elle pourra amener de la performance. Et depuis tout petit, on n'est pas formé à ça, on n'est pas formé, tu vois, il y a beaucoup d'articles qui sortent sur faut-il mettre l'empathie à l'école, etc. C'est pas notre mode de fonctionnement, donc c'est le care, le vrai, il est pas si facile que ça. On le trouve dans beaucoup de modèles de modèles de leadership d'entreprise où on se dit ok, le care, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'on le met réellement en place?
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une entreprise dans laquelle je le vois vraiment et il y a une vraie culture du care, c'est Michelin. D'accord. Où leur modèle de leadership s'appelle iCare. Oh, génial. Et tu le vois sincèrement, enfin, ça reste pour moi une boîte profondément humaine, avec des gens qui ont cette envie de connaître l'autre, de discuter, d'échanger, de se dire, tiens, il faudra peut-être que je modifie ma façon d'être, d'agir, par rapport à ce que l'autre va me dire. Et puis, il y a des boîtes où, bon, bah, voilà, c'est un mot sur un papier ou sur un mur, et on va passer à autre chose. Voilà. Donc, c'est le 3e C. Et puis, pour moi, le 4e C chez Paul Zak, c'est cette notion de candide, de candeur. C'est-à-dire la capacité à se dire les choses telles qu'elles sont. Et là encore, les gens qu'on fait venir en entreprise parce qu'on aime les avoir, c'est-à-dire les militaires, les grands chefs et puis les sportifs, la notion de candeur, de ce que Kim Scott appelle dans son bouquin là, de Radical Candor, bah tu l'as là vraiment, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont te parler vrai, qui vont te dire les choses telles qu'elles sont, en disant bon bah là tiens Benoît t'as merdé, je t'explique pourquoi, voilà, et ça m'a plu, ça m'a pas plu. Bon. Est-ce que tu peux rapprocher l'assertivité, Benoît, cette notion de candeur? Oui, complètement. C'est cette notion d'assertivité qui est un mot pureté en plus dans la candeur. J'aime beaucoup, qui est un mot anglais, hein, assertivité. C'est-à-dire que j'ai entendu la dernière fois un podcast, je citerai pas, où la personne dit on a un super mot en français pour parler de ça, c'est l'assertivité, mais c'est assertiveness, c'est pas du tout un mot français, quoi. Donc, pour moi, le mot assertivité, il est pas si facile que ça à définir en disant, bah finalement, il y a 4 modes de fonctionnement: l'agressivité, la passivité, la manipulation, l'assertivité. Quand tu as défini ça avec les gens, tu leur dis, bah voilà, être assertif, c'est avoir le bon ton, pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, sans forcément monter le ton. Et je suis d'accord avec toi, cette notion de candeur, pour moi, elle amène, c'est peut-être le mot, hein, tu vois, et c'est peut-être moi, mais elle amène ce côté un peu de fraîcheur, ce côté assertivité, je le trouve un peu, je trouve que c'est un mot très très carré, un peu méthodique, tu vois, un peu difficile. Le mot candeur, je trouve que ça fait un peu enfantin quelque part, et ça peut nous manquer un peu. Mais si on revient à ce mot, c'est vraiment cette capacité à se dire les choses. Et pareil, dans le monde du sport, etc., on se le dit, on se dit les choses. La 3e mi-temps, la mi-temps, puis il y a toujours ces moments où le coach parle. Voilà, il y a toujours ces vidéos qu'on peut voir, tu vois, de France 98 avec Aimé Jacquet qui cause, et tu te dis, waouh, si on pouvait faire ça en entreprise de temps en temps. C'est pareil, on le fait. Sur une définition de candeur, comportement simple et sincère. Ouais. Et pour moi, j'aime bien. Ouais. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça amène ce côté simple. Assertivité, de temps en temps, ce mot, tu dis, oulala, il y a plein de choses derrière, ça doit être compliqué à mettre en œuvre. Le côté candeur, pour moi, c'est cette capacité qu'on va avoir à la fin d'une réunion en 2 minutes à dire, hé les gars, on l'a trouvé comment cette réunion? Elle était bien, on s'est emmerdé, on a tapé les points qu'on voulait taper, on a atteint l'objectif, ou tiens, c'était bien au début, et puis vers la fin, ça nous a tous saoulés, mais personne n'a osé le dire. Et ben là, on va se le dire. Voilà. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, ces 2 mots, le care et le candide, voilà, si on doit bosser sur des choses, c'est là-dessus, qui sont plus soft, donc plus difficiles à travailler que la compétence, le côté consistency. Comment on travaille le care, comment on travaille le candide, comment on se dit tout ça. Et pour moi, je reviens avec... Quand je t'entends, ça semble montrer que ce qui peut manquer, en fait, c'est juste de la bienveillance envers l'autre. C'est pareil, le fait de s'intéresser profondément à l'autre pour ce qu'il est. Tu vois, ce mot bienveillance, j'en ai discuté avec un amiral il y a quelque temps qui disait, l'amiral Lajousse, qui disait, la bienveillance, c'est veiller bien. Alors, au début, je me suis dit, tiens, ok, dans les mots, est-ce que... Et quand tu creuses un peu, c'est effectivement c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas les aider, tu vas leur tenir la main, tu vas un peu les pousser, tu vas leur montrer tout l'amour que tu as pour eux pour les aider à avancer. Et puis à un moment donné, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire stop. C'est ce que tu retrouves en coaching, c'est-à-dire cette histoire de permission et protection qui donne la puissance. À un moment, il faut savoir dire non. Voilà, c'est la protection, dire attends, si tu fais ça, voilà les risques que tu peux prendre, donc j'ai pas envie que tu les prennes. C'est pas des moments faciles,
Mais on le fait à la maison avec nos enfants ou avec son conjoint ou sa conjointe. Et en entreprise, il y a un peu ce côté, est-ce que c'est à moi de le dire? Je suis pas le chef, donc c'est peut-être au chef de le dire. Le chef, à un moment donné, il peut pas endosser toutes les casquettes. C'est peut-être aussi à l'équipe de se le dire, voilà. Et pour moi, je trouve que sont des attitudes qu'il faut arriver à développer. Et pour moi, la seule façon de le développer, c'est comment tu crées des artefacts, comment tu crées des rituels qui vont te permettre de dire à quel moment on peut se dire les choses. Parce que c'est facile de se dire, dès que tu auras un truc à me dire, tu me le dis. Ouais, mais sauf que quand, à quel moment j'estime que peut-être que moi, c'est le bon moment pour te le dire, mais je lis sur ton visage que peut-être c'est pas le bon moment. Et comme j'ose pas avoir cette candeur pour te dire, dis donc Julien, j'ai un truc un peu difficile à te dire, est-ce que c'est le bon moment? Je la pose pas cette question, je me dis je le ferai plus tard, et on le fait jamais. Donc pour moi, c'est comment on trouve du moment. Ouais, et tu vas ruminer, et à un moment donné, cette ce côté rumination va t'amener quoi? Va t'amener du stress, va t'amener de la colère, qui fait que dans ton moment de vérité, tu n'auras pas la meilleure performance. Donc donc c'est pour moi, c'est vraiment cette histoire de care et de candide. Tu vois, je passe peut-être un peu de temps dessus, mais je trouve que c'est vraiment des sujets sur lesquels, il faut passer du temps et se dire pour nous, pour notre équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition que nous, on souhaite y mettre par rapport au contexte qu'on a et aux gens que j'ai dans l'équipe? Et puis, à quel moment on va réellement faire quelque chose? À quel moment je pose un rituel? À quel moment je pose un artefact qui fait que... Et tu vois, c'est le rétexte chez les militaires, c'est la troisième mi-temps, en entreprise, on a toujours ce côté, ah oui, on fait des post-mortem. Et c'est vrai, on fait des post-mortem quand un projet se passe mal. Est-ce qu'on peut faire un post-mortem quand le projet s'est bien passé? Bien sûr. Déjà se dire des belles choses, et puis se dire de manière candide, tiens, là, on pourrait améliorer, on pourrait faire, voilà. Pour que le jour où ça parte en cacahuète, ce soit plus simple à se dire. Mais Parce que le jour où ça part en cacahuète, on est plutôt dans, je suis stressé, comme je suis stressé, le but du jeu, c'est ma survie individuelle et pas collective. Et donc, voilà, j'ai mis les barrières et je vais essayer de m'assurer que je me protège. Oui, puis c'est pour trouver un coupable. Dans le monde de l'entreprise, à l'inverse de ce que Pegasus recommande, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans les militaires, c'est pas nameless, c'est rankless. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que t'as le patron qui est là pour trouver un nom. Qu'est-ce qui fait que ça a merdé? Alors, oui, et souvent c'est fait sans aucune malveillance. Enfin, je pense que c'est tellement dur aujourd'hui d'être dirigeant et d'être patron d'équipe ou d'être membre d'une équipe avec tout ce qui se passe, que de temps en temps, cette envie de couper court et de se dire c'était qui était en charge du projet? Ah, c'est toi. Bon, voilà, je te crucifie. C'est beaucoup plus simple et on passe au problème d'après. Plutôt que de se dire, ok, pourquoi Julien, t'es pas venu me voir pour m'en parler? Ah ouais, parce que j'ai cru que tu savais. Ah, ok, alors faut qu'on trouve pourquoi t'as cru que je savais. Parce que la prochaine fois, sinon, on va refaire on aura le même problème. Donc en fait, on n'est que là-dessus. La performance, ça, à un moment donné, c'est optimiser le mental et la méthode. Donc à quel moment il faut qu'on optimise nos processus ou qu'on optimise nos modes de communication pour s'assurer que la prochaine fois, le problème ne se reproduira pas. Non, c'est génial. Et ça, ce qu'on commence à trouver, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, dans le monde de l'entreprise, c'est cette différenciation entre la faute et le droit à l'erreur. Parce que tu ne peux mener ce genre de débrief que si tu accordes ce droit à l'erreur, ce droit de se tromper. Et d'un autre côté, paradoxalement, si tu n'as pas ce droit à l'erreur, tu peux pas innover. Alors, on revient, c'est-à-dire permission et protection donnent de la puissance. Permission, c'est je te donne le droit à l'erreur. Donc, soit c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est écrit sur un mur, ou sur une feuille, tu vois, dans un cahier, en disant, chez nous, vous avez le droit à l'erreur. Soit j'ai des rituels, des artefacts, qui me permettent de manière explicite ou implicite de voir que c'est vrai. Parce que si tu dis vous avez le droit à l'erreur, et puis que la première fois que les types se plantent sur un micro-point et qu'ils se font un peu dézinguer en réunion, ton cerveau se dit, écoute, le droit à l'erreur, c'est écrit sur un papier, mais en fait, c'est pas la vraie vie. Donc, je vais arrêter. Et donc, je vais plus le faire et je vais faire un mail, copie 14 personnes, etc. Comme ça, je pourrais dire à la fin, les gars, je vous l'avais envoyé le mail.
Après, vous l'avez peut-être pas lu, mais je vous l'avais envoyé. Donc, tous ces mots, tu vois, qu'on entend de plus en plus aujourd'hui sur le droit à l'erreur, faire des fautes, qui sont aussi poussés par les méthodes agiles, qui fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est une réalité dans le monde de l'entreprise? Enfin, dans certaines entreprises, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que j'ai le droit? Et plus on va en discuter, plus on aura cette notion de care et de candide qui va se mettre en place, plus ma sécurité psychologique augmente. Donc plus je suis en sécurité, plus j'ai envie d'innover, de tenter des choses, d'essayer, et on verra. Si j'ai pas ça, bah, je reste sur ce que je sais faire, sur mon périmètre, dans un monde qui évolue tellement vite aujourd'hui, que je deviens très vite obsolète sur ma façon de penser. Ok, passionnant. Est-ce que, Benoît, on peut revenir sur ce début de conversation où tu es rentré sur ces 3 piliers de la préparation mentale, où j'allais te poser la question un peu avec ironie, mais tu connais mon positionnement, est-ce que la prépa mentale n'est adressée que pour des sportifs de haut niveau ou des militaires? Mais on voit bien l'impact sur cette conversation que ça peut avoir dans l'entreprise. Maintenant, si je suis manager, si je suis en responsabilité d'une équipe ou si je suis tout seul, t'as levé 3 piliers, l'estime de soi, la gestion des émotions, la concentration. Est-ce que tu peux l'évoquer un peu plus en détail? Est-ce que tu peux nous donner des tips pour le toucher peut-être juste du bout du doigt? Ouais. Alors pour revenir, pas de souci. Pour revenir à ton début de question, est-ce que ça s'utilise qu'avec des sportifs? Ben non. Aujourd'hui, ou des sportifs, ou des militaires, ou des gens qui ont des hautes responsabilités. Je trouve que la préparation mentale, tu vois, on en ferait un peu plus chez les enfants, à l'école, ou dans le sport, même dans le sport hors compétition. Voilà, travailler l'estime de soi qui est souvent plus basse, alors sans rentrer dans un débat de genre, mais on voit souvent que l'estime de soi est plus basse chez les femmes que chez les hommes. Travailler cette histoire de confiance en soi, voilà, donc estime de soi, je suis une belle personne et j'ai le droit d'exister dans ce monde. Et puis la confiance en soi, j'estime que j'ai la capacité à faire plein de choses, toutes les actions qu'on me demande de faire ou que j'ai envie de faire, et je suis assez confiant pour pouvoir les faire. Comment on va travailler ce premier sujet? C'est travailler du renforcement par du discours interne. Et de se dire, bah oui, tiens, voilà, tu vois, si on prend les enfants, c'est ce côté, ouais, mais je suis pas sûr que demain, sur mon interro de maths, j'aurai une bonne note. Bon, on est en train de travailler la confiance en soi. Alors, soit on est dans, écoute, chérie, il est tard. Si t'inquiètes, t'as fait tous tes exos, tu peux y aller. Et au pire, on va lui dire, refais un exo. Voilà, refais un exo, comme ça, tu seras bien. On revient dans la phrase d'Einstein, faire plus de la même chose, ça produira le même effet. Le sujet, il est pas là. Le sujet, c'est est-ce qu'on va pouvoir passer un peu de temps, et notamment avec du coaching, pour se dire, tiens, qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui fait que t'es dans cet état-là? Qu'est-ce que tu pourrais faire qui ferait que, tiens, demain, t'arrives et tu te dis, je suis au top? Ouais, mais j'ai peur de pas savoir. Écoute, j'ai peur d'avoir la feuille blanche. Ouais, t'as peur d'avoir la feuille blanche. C'est quoi la première action? Qu'est-ce qui ferait? Et en quoi cette feuille blanche, c'est un problème pour toi? Parce que je pense que je pourrais pas répondre à l'interrogation et donc pas avoir une bonne note. Ouais, et est-ce que ne pas avoir une bonne note, c'est un problème pour toi? Oui, parce que ça veut dire que je suis nul. Et voilà, et là on y est. C'est le vrai sujet. Ou tu vas avoir des gens qui vont te dire, ouais, mais si j'ai une mauvaise note, tu vas m'engueuler. Ouais. Perception. Okay. Voilà. Ou est-ce que tu t'estimes sur une échelle de 0 à 100, tu penses avoir quelle note toi lundi? Et tu vas voir, soit t'as encore du biais de surconfiance, en ouais, j'aurai 20 sur 20, t'inquiète. Okay. Soit t'as des enfants qui vont te dire, je suis sûr d'avoir 4. Ok, quelle note t'aimerais avoir? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour avoir cette note que tu voudrais avoir? Et par le questionnement, tu vas les aider à résoudre leurs problèmes, à les dissoudre par eux-mêmes. On revient à l'histoire tout à l'heure, coaching, consulting. Pour moi, c'est un des premiers sujets sur lequel il est intéressant de travailler sans dire... Et on a une tendance avec nos enfants à aller trop vite, tu vois, à dire si, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu sais, moi, à ton âge, j'avais les mêmes problèmes et regarde où j'en suis, ça s'est bien passé. Ça aide pas. Non, mais c'est bienveillant. C'est bienveillant, mais ça aide pas. Donc, toute l'idée qu'il y a derrière, c'est aussi de se dire, par le questionnement, de pouvoir travailler et d'amener à cette confiance, et par l'entraînement, tu vois, des petites choses tout simples, de dire, tiens, ton exo de maths, t'y es arrivé. Super intéressant. Tu sais ce qu'on va faire? Le prochain exo de maths, en combien de temps tu penses pouvoir le faire?
4 minutes? Ok, 4 minutes. On fait partir le chrono et on y va. Et à un moment donné, tu vas voir tes enfants qui vont dire « Ah, j'ai mis 4 minutes 12. Ah, j'étais pas loin. » Ah, dis donc, déjà, t'as bien timé, parce que, tu vois, et puis t'étais pas loin. On s'en refait un peu différent pour voir si tu peux descendre ou si tu te mets un peu plus. Et je suis en fait, moi, je ne fais rien. C'est la personne, tu vois, c'est ma fille qui va petit à petit se dire « C'est moi qui décide. » Donc, c'est moi qui fixe les barrières. Donc, quelque part, permission et protection me donnent cette puissance, me donnent cette confiance. Sur l'histoire de la gestion des émotions et de la gestion du stress, alors je pense qu'on pourra en faire tout un podcast. Tu vois, pour moi, il y a un sujet qui devient hyper important et j'encourage nos auditeurs à lire le bouquin Perform Under Pressure de Cherry Evans, qui est l'ancien préparateur mental des All Blacks, et qui a été le préparateur mental personnel d'Arsène Wenger. D'accord. Et puis, et lire les bouquins de Jacques Fradin sur l'intelligence du stress, qui est un livre magique. Tout à fait. Je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est d'aller travailler avec des dirigeants, mais pareil, avec ses enfants, avec ses collègues, de se dire, OK, comment on va travailler notre stressabilité? D'accord. Voilà, moi, il y a une phrase que j'adore et que j'ai travaillé quand j'ai travaillé avec Jacques Fradin à l'INC, en formation, c'était de dire le stress est au mental ce que la douleur est au physique. Un signal. T'as mal au genou, tu t'arrêtes de courir. T'essayes de bouger un peu, puis si ça va mieux, tu repars, et puis si ça va pas, bah tu t'arrêtes, et puis tu vas passer une radio, un IRM, un scan, ce que tu veux. Quand les gens sont stressés, ils font l'inverse. C'est-à-dire, je suis stressé, en même temps, je vais te téléphoner, je vais finir mes mails, parce que je vais faire plus de la même chose. C'est comme si j'essayais de courir plus vite avec un genou qui me fait mal. Et les gens te disent, oui, mais j'ai plus de boulot, faut vraiment que je finisse, parce que, ouais, si t'es stressé, c'est que ton cerveau est en train de résoudre le mauvais problème. Je te prends ce petit exemple. T'es dans un embouteillage, t'as une grosse réunion avec ton patron, avec des investisseurs, etc., et tu vas arriver en retard. Et tu stresses. Pourquoi tu stresses? Parce que ton cerveau essaie de résoudre le problème suivant. Comment arriver à l'heure? C'est ça. Ouais, comment arriver à l'heure? Sauf que ton cerveau limbique essaie de gérer ce problème par une vision du passé. Est-ce qu'il n'y a pas une petite route que je pourrais prendre? C'est qui tous ces cons qui sont sur la route? Sachant que tu fais partie des cons qui sont sur la route. Voilà. Et ton cortex préfrontal, il voudrait résoudre le problème. Comment avoir de l'impact, sachant que je vais arriver avec une demi-heure de retard? Donc les gens seront peut-être un peu énervés. Ma presse qui devait durer 1 heure, va falloir que je fasse autre chose. Je peux pas juste la démarrer et parler plus vite. On revient sur la phrase d'Einstein. Donc, comment je pourrais avoir de l'impact en une demi-heure au lieu d'1 heure? Ça, c'est un problème que ton cerveau, que ton cortex préfrontal adorerait résoudre. Sauf que comme il n'a pas la main et que ton limbique essaie de résoudre comment arriver à l'heure, la seule chose que fait ton préfrontal, quelque part, c'est de déclencher du stress pour faire un peu un shutdown du système et te dire, là, je suis en train de rebooter la machine. Sauf qu'on l'utilise pas comme ça. On se dit, bon, je suis stressé, c'est normal. De toute façon, tout le monde dans ma situation serait stressé, etc. Et tu vois, et pour se le dire. On le voit pas comme un signal. On le voit pas comme un signal, on le voit comme une conséquence sur laquelle on peut, pour revenir sur ce que tu disais sur la prépa mentale, on peut travailler à 2 niveaux. On peut travailler les conséquences du stress. On peut travailler la respiration. D'accord. On peut travailler, qui va te permettre en 3 respirations de descendre un petit peu. On va pouvoir travailler ce qui se fait chez Pegasus aussi avec Christophe, des techniques d'optimisation du potentiel, ce que fait Edith, pour travailler tout ça. Et puis on peut aussi travailler les causes. C'est-à-dire, je peux travailler ma stressabilité. Je peux commencer à me dire, finalement, pourquoi je stresse? Tiens, hop, le stress est en train d'arriver, je vais travailler la cause. J'ai peut-être mis trop d'exigences et j'ai pas assez de moyens pour le résoudre. Je suis peut-être en train de me faire un schéma mental où je me dis c'est blanc ou c'est noir. Ou alors, tu vois, Cherry Evans en parle dans son livre, un petit exercice très simple de dire, quand tu as un gros event à préparer, il y a ce que je contrôle, il y a ce que je contrôle pas. Donc là, on est dans le blanc et noir. Hein. Et puis, Cherry Evans dit, tracez un cercle, un 3e cercle, qu'est-ce que vous pouvez influencer? Donc là, on revient plutôt dans ton domaine, Julien. Mais qu'est-ce que vous pouvez influencer? Peut-être que j'ai pas de contrôle sur le nombre de participants qu'il va y avoir à la réunion. Par contre, je pourrais influencer, je pourrais peut-être les nudger un petit peu pour que quand ils arrivent en réunion, ils aient déjà
un esprit positif ou un avis favorable sur ma présentation ou sur mon sujet. Bah ça va me permettre de préfrontaliser et donc de diminuer ma stressabilité, diminuer mon stress. Donc, tu mets des mots, on mettait des mots sur les émotions qui permettent de diminuer l'intensité émotionnelle. Le fait de mettre des mots sur les causes de ton stress ou de comprendre ce qui se joue te permet de gagner en lucidité et de diminuer l'intensité de ce niveau de stress. C'est ça ce que tu dis, Benoît? Ouais, et puis de vraiment d'un point de vue biologique, de passer, de préfrontaliser et d'avoir cette bascule qui te fait passer d'un mode de pensée, tu vois, alors si on revient au livre de Daniel Kahneman, système 1, système 2, qui passe d'un système 1 très limbique, très automatique, ça a toujours été comme ça et de toute façon, je vais me planter. Bon, ok, donc limbique. À un cortex préfrontal qui va dire, tiens, c'est curieux, tiens, c'est pas si noir ou blanc, il y a de la nuance, il y a de la réflexion. Mon image sociale, et tu vois, et point intéressant qu'on pourrait ramener à la confiance, mon image sociale, je la modifie en opinion personnelle. Donc je sors du group thinking pour rentrer dans l'opinion personnelle. Bon voilà, tout ça sont des systèmes qui biologiquement vont faire travailler d'autres zones du cerveau pour t'aider à être, comme tu le disais, plus lucide, plus calme, plus détendu. Ce qui fait que dans les moments de vérité, tu auras la bonne perf, puisque tu es capable de lire ton auditoire. Tu es capable de te dire, tiens, au fond de la salle, ah tiens, il y a le patron de machin qui commence à froncer, à cligner des yeux, je vais lui poser une question. Ah, est-ce que vous comprenez bien ce que je dis, ou est-ce que c'est assez clair, est-ce que vous voulez un exemple? Et là, tu as marqué des points. Si tu le vois pas, tout ça, à la fin de la réunion, il vient te voir pour te dire avec un côté candide, j'ai pas très bien compris, tu vas pas te dire j'ai pas été bon. Alors, si t'es quelqu'un qui a pas confiance en lui, oui, tu vas te dire j'ai pas été bon. Mais beaucoup de gens se diront ouais, il a pas compris. Donc je me remets pas en question, donc je progresse pas. Tu m'avais donné un tips quand on avait dîné que j'avais trouvé très simple et généralement quand c'est efficace, c'est simple et simple n'est pas simpliste. C'était cette notion de ou pas. Alors c'est un exo que j'adore et que j'adore faire avec mes enfants. C'est cette capacité à créer ce qu'on appelle un bug limbique, c'est-à-dire à faire bugger un peu ton cerveau pour le faire passer en préfrontal. Et très vite, quand on est sous pression, sous stress, on a un discours interne qui est souvent assez négatif. Ah ça va pas marcher, ça va pas le faire. J'étais sûr qu'il me poserait cette question et je suis pas prêt. Bon voilà, etc. C'est toujours intéressant d'avoir cette petite phrase qui va t'aider à prendre de la hauteur, à être un peu plus curieux, c'est-à-dire de se dire oui, là de toute façon je vais pas y arriver. Ou pas. Comment ça ou pas? Oui, tiens, ou pas. Je pourrais peut-être y arriver. Ah, et là ça y est, tu vois, j'ai créé une faille dans le mur. Bon, après faut avoir l'énergie, l'envie d'agrandir la faille. Mais c'est je trouve une petite technique qui fonctionne bien, tout comme la technique de parler de soi à la troisième personne. C'est-à-dire de se dire, plutôt que ma petite voix me dit tiens, je vais pas y arriver, c'est dur. Tiens, Benoît est en train de se dire qu'il va pas y arriver. Comme je parle à la troisième personne, j'ai pris de la hauteur. Et dans mon cerveau, c'est un peu ce côté méta, et tu vois, et de se dire, tiens, qu'est-ce que tu lui diras à Benoît là? Et tac, la machine s'enclenche, tu vois, on revient dans du coaching, la machine elle se réenclenche. Et on peut vraiment travailler là-dessus. Une notion de dissociation. Et après, c'est passionnant. Le dernier sujet sur tout ce qui est concentration, reconcentration, pour moi, il y a deux façons de le travailler ou de le retravailler, de faire des petits exercices de concentration. Il y a plein de petits jeux, il y a plein de petites choses pour s'aider à travailler cette concentration. Travailler sa méditation, c'est-à-dire apprendre à devenir focus. Thierry Evans en parle pas mal dans son livre. Juste là-dessus, plus on va être stressé, plus on va faire ce que Thierry Evans appelle un split d'attention. C'est-à-dire on va être soit dans le passé, j'aurais dû bosser plus hier, tu vois, soit donc je suis dans le regret, soit je suis dans les regrets, soit je suis dans la peur, je me projette dans le futur. Et en fait, dans le futur, je vais être dans ouais, mais du coup, ils vont penser ci, ça, j'aurais dû mieux préparer. Voilà. Et je suis en train d'imaginer, mais mon stress ne va faire qu'augmenter puisque je ne suis mon cerveau n'est pas capable de penser au futur et de connaître le futur. Sinon, il faut changer de métier et on gagnera beaucoup d'argent. Donc, ce split d'attention, il nous empêche d'être concentrés. On reprend le tennis, je rentre sur le court, tiens, je rate un peu quelques balles, je joue sur, je suis le numéro 5 mondial et je joue le 200e mondial et je commence à perdre. Et soit je me dis, j'aurais peut-être dû plus étudier le système, les phénomènes, machin, j'aurais dû plus étudier mon adversaire. Soit je suis dans le futur en me disant, mais qu'est-ce que va penser la presse demain?
je vais me faire étriller dans les journaux. Et là, c'est mort, c'est fini. Globalement, mon match, je vais le perdre. Alors que si j'arrive à me refocuser, à me reconcentrer sur un truc qui est hyper important, dont parle Thierry Evans, c'est se focuser sur la tâche. Ouais, c'est génial. Le but, c'est pas de se focuser sur moi, mon ego, ce que je pense. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ce que j'ai à faire, on l'a préparé pendant les entraînements. En face, il est moins bon sur son revers, je vais jouer revers. Et je vois ce que ça donne. Et je me focus sur la tâche. Ouais, t'es dans le Tout moment comme dans juste. le monde de l'entreprise. Dans le moment présent, dans le moment juste. Ça me fait penser un petit Et donc, peu à du ce coup, pardon, ça me fait penser, tu vois, ce que tu retrouves dans la philosophie indienne, où quand les gens, ils n'arrivent pas à faire quelque chose, soit ils sont sur un système de culpabilité, j'aurais pu, j'aurais dû, j'ai pas pu, ou c'est pas ma faute, donc c'est la situation, ça va être le karma. À l'autre extrême, voilà, pas de chance, les astres ils sont pas bons. Et en fait, c'est plus cette notion centrale de ce qui est juste qu'ils appellent le dharma, qui est entre la culpabilité et le karma, qui est de dire, ce qui arrive arrive. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais. Et tu vois, et pour moi, le qu'est-ce que j'en fais, ce qui arrive arrive, mais je m'y suis préparé. Oui. Et je m'y suis tellement bien préparé que quelque part, moi je reviens toujours là-dessus, tu sais, quand souvent il y a plein de gens qui me disent ouais, on est agile, t'inquiète, on sera réactif. Et pour moi, ce que je leur dis, c'est que c'est pas de l'agilité, c'est de l'improvisation. Parce que le cerveau, dans son mode stress, passe de 135 degrés à 40 degrés de vision. Je vois plus ce qui se passe autour. Je suis focusé sur moi, je suis focusé sur... je suis en train de transpirer, est-ce que je parle trop vite, pas assez vite, etc. Et on a beau se dire que c'est de l'agilité, pour moi, perso, c'est de l'impro. La seule façon d'être agile, c'est de s'être préparé. Et donc, étant préparé, je suis adaptable. Si je suis adaptable, je deviens agile. Bien sûr. Encore une fois, c'est que ma version. Mais ça je trouve que cet art de la préparation, il est super important. Et donc, il est important à la fois sur de la méthode, comment préparer une grande réunion, et à la fois sur le mental, de se dire, maintenant que j'ai préparé la méthode, comment mentalement je m'y prépare. Imaginons que le début de la réunion, tiens, le client gueule parce que, tiens, la veille, on lui a pas livré son produit ou je sais pas quoi. Et il démarre comme ça. Ok, qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Comment je... Et là, si je me connais bien, je vais me dire, tiens, ok, moi, mes valeurs, c'est ça, ça, ça. Ok, on pourra peut-être faire ça ou ça ou ça. Et ce qui va se passer le lendemain, ce sera forcément pas ce que j'ai préparé, mais ça se rapprochera. Oui. Donc, quelque part, mon cerveau aura eu cette capacité à s'adapter plus vite, à aller plus vite, et donc à avoir, on l'espère, la bonne réponse en face. C'est ce que nous on retrouve dans la préparation avec ce qu'on appelle des analyses pré-mortem, où toi tu retrouves chez Pegasus avec les cas conformes, cas non conformes. C'est apporter des réponses à des problèmes qui ont pas eu encore lieu et qui permettent cette agilité et qui demandent effectivement un petit travail en amont. C'est passionnant, on pourrait en parler des heures. Je termine juste sur un petit point. Vas-y. Plus on va s'entraîner, plus l'entraînement quelque part devient simple. Plus on a l'impression qu'on s'entraîne plus. C'est-à-dire que ça devient normal. C'est-à-dire que ce petit travail de ou pas, je le fais dans ma tête sans même y penser. Ce petit travail de méta, je m'y mets alors que je suis déjà dans la réunion. Et tu vois, donc c'est un peu comme un joueur de tennis. Ouais, à un moment donné, l'entraînement, eux s'entraînent sur d'autres choses, mais l'entraînement sur les fondamentaux, il est là, il est fait, et donc j'ai plus l'impression de préparer. Sauf qu'en fait, je suis arrivé à un tel niveau de préparation que je prépare tout le temps. Bien sûr. Et c'est ça où les gens peuvent confondre un peu avec j'improvise et j'y vais un peu les mains dans les poches. Non. Il y a des gens qu'on ne voit pas préparer, sauf qu'en fait, ils se sont préparés depuis des années. Et puis ça s'est dilué dans la journée. Ils n'ont pas besoin de poser une réunion pour se préparer. Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on réfléchisse à un second épisode. Il faut qu'on creuse. Ça passe trop vite. Avec plaisir. J'ai l'habitude de finir le podcast toujours avec la même question. Si le Benoît d'aujourd'hui devait rencontrer le Benoît d'il y a 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Benoît d'il y a 20 ans? Focus interne introspection. Ouais, non, c'est toujours une belle question. Je pense que j'aurais deux conseils. Le premier, c'est d'avoir commencé, tu vois, tout ce travail sur moi-même beaucoup plus tôt. Ça m'aurait évité quelques nuits blanches. Et puis surtout, c'est, je reviens à mon modèle du début, le sens, l'action, la sécurité, c'est travailler ce sens.
À quoi ressemble la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu seras fier ou tu seras content de quoi? Et vraiment bosser là-dessus plutôt que peut-être à un moment donné se laisser porter et se dire on verra bien, ça va arriver. Voilà. Je pense que c'est un vrai sujet de connaissance de soi et de travail du sens hyper intéressant à faire. Dès le plus jeune âge, donc je démarre avec mes enfants. Voilà. J'essaye. C'était passionnant. Un grand merci Benoît pour la richesse du partage. C'était vraiment super. Merci. C'est moi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Toutes les 2 semaines, on reçoit un expert pour parler de négociation, de sujets connexes. Merci pour votre confiance et à dans 2 semaines dans Pour parler, le podcast de la négociation. Merci.